Bonjour, mon nom est Louise Choquette. Je suis consultante en promotion de la santé avec le Centre de ressources Meilleur Départ. Je désire souhaiter la bienvenue à tout le monde. On a des participants évidemment de l'Ontario, de l'Alberta, du Nouveau-Brunswick, du Québec, de la Saskatchewan et même du Nunavut. Nous voulons aussi commencer en soulignant le territoire traditionnel des Autochtones qui ont vécu et travaillé sur le territoire canadien pour des milliers d'années, incluant le territoire d'où vous regardez ce webinaire aujourd'hui. Le bureau de Nexus Santé est situé sur le territoire traditionnel des Wendat, des Pétuns, des Sénéca et plus récemment de la Première Nation des Mississauga de New Credit. Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler sur ce territoire. Le conférencier principal aujourd'hui sera M. Jean-Philippe Chaput, qui est chercheur à l'Institut de recherche du Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario et professeur agrégé au département de pédiatrie à l'Université d'Ottawa. Il est impliqué dans le développement des nouvelles directives canadiennes et fait la promotion d'un mode de vie sain et actif pour la santé publique. Vous êtes probablement familier avec le Centre de ressources Meilleur Départ. Vous êtes probablement inscrit à travers une annonce de nos listes de distribution. Donc, nous sommes situés en Ontario. Nous offrons des renseignements, des consultations, des ressources, de la formation pour les intervenants en santé maternelle et au développement de la petite enfance. On est un programme de Nexus Santé qui est un organisme désigné bilingue en Ontario. On est en partie financé par le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse et c'est grâce à ce financement-là qu'on peut offrir le webinaire aujourd'hui. Je vais maintenant donner la parole à Sarah Christie qui va parler un petit peu du Centre de ressources en activité physique. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Sarah et je suis responsable de projet bilingue pour le Centre de ressources d'activité physique d'OFEA, que l'on connaît sous le nom de PARC. PARC est le Centre d'excellence pour la promotion de l'activité physique en Ontario et nous soutenons les promoteurs de l'activité physique travaillant auprès des publics de tout âge et dans divers secteurs, notamment la santé publique, la santé communautaire, l'éducation et les services de garderie. Nous offrons des services de consultation, de perfectionnement professionnel, de réseautage et des ressources. Pour en apprendre davantage sur PARC, vous pouvez toujours visiter notre site web parc.ofea.net que vous pouvez voir sur l'écran. Et pour obtenir plus d'informations au sujet d'OFEA, nous vous invitons à visiter ofea.net. Merci beaucoup. Bon, ben merci beaucoup, Sarah. Et maintenant, nous allons écouter Jean-Philippe Chaput qui va donner le principal de cette présentation-là. Et puis, vers la fin, on va avoir une discussion sur l'implantation. Donc, ne quittez pas pour la fin. OK, merci. À ton tour, Jean-Philippe. Oui, merci beaucoup, Louise. J'espère que vous m'entendez bien. Sinon, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui va me faire signe pour dire que vous n'entendez pas bien. Comme Louise disait, mon nom est Jean-Philippe Chaput et puis je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les nouvelles directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les enfants de 0 à 4 ans. Pour les prochaines environ 45 minutes à 1 heure. Et puis, Louise va discuter des aspects plus pratiques par la suite. Donc, le plan de la présentation, aujourd'hui, vous avez les différents points ici. Premièrement, je vais parler de l'historique et de la problématique. Ensuite, je vais discuter des différentes méthodes qu'on a utilisées pour en venir aux directives proprement dites. Je vais présenter les directives finales que vous avez peut-être sûrement vues aussi. Des recommandations en matière de surveillance. Je vais parler des plans de diffusion, de mise en œuvre et en application. Et finalement, des plans d'évaluation et des recherches futures. OK, historique et problématique. On sait que la petite enfance est une période importante pour le développement physique, mental, émotionnel et social. Donc, je pense que j'apprends rien à personne ici. On sait aussi que pratiquement tous les tout-petits qui sont âgés de 1 à 2 ans et 62 à 84 des enfants canadiens d'âge préscolaire, donc de 3 à 4 ans, respectent les directives en matière d'activité physique. Donc, ça se fait qu'on est quand même bien au niveau de l'activité physique dans ces âges-là. Par contre, qu'est-ce qu'on est moins bon? C'est que seulement 15 des tout-petits et 18 à 24 des enfants canadiens d'âge préscolaire qui respectent les directives concernant le temps d'écran.
donc un peu moins bon ici. Et on sait aussi qu'il n'y a pas encore de directive canadienne en matière de sommeil pour la petite enfance. Donc, je travaille beaucoup sur l'aspect sommeil. C'est important pour une bonne santé optimale. Et puis, je suis très content que le sommeil fait maintenant partie de ces nouvelles directives-là, qui faisaient partie des directives chez les 5 à 17 ans avant. OK, historique et problématique encore. On sait que nos comportements, lorsque je parle d'activité physique, de sommeil et des comportements sédentaires, interagissent avec les autres. Donc, par exemple, on sait que chez les gens qui dorment moins, ça donne un plus de temps d'écran. Le temps d'écran avant d'aller au lit diminue la qualité de notre sommeil. On sait que chez les gens qui dorment pas assez, ils sont plus enclins à moins bouger parce qu'ils sont fatigués. Être actif tous les jours, on a un meilleur sommeil. Et puis, il y a un déplacement entre l'activité physique et le comportement sédentaire, principalement entre l'activité physique légère et le comportement sédentaire. Donc, on sait que tous ces comportements-là interagissent un avec les autres pour avoir un effet sur notre santé. Par exemple, vous voyez l'enfant ici qui est actif physiquement, donc on sait que bouger, c'est bon pour notre santé, mais le même enfant qui est actif physiquement, mais qui ça donne aussi beaucoup de temps d'écran, ça va avoir des effets sur sa santé, même s'il est actif physiquement. Donc, c'est mieux, il faut bouger, mais il faut aussi limiter ou minimiser le comportement sédentaire, principalement le temps d'écran, et aussi avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, les trois comportements ensemble, ça apporte une synergie, et c'est pour ça qu'on a maintenant des directives avec ces trois comportements-là, au lieu de seulement activité physique seule ou comportement sédentaire seul. OK, vous voyez ici le continuum de mouvement, de sommeil jusqu'au jeu très énergétique, en passant par le comportement sédentaire, l'activité physique d'intensité légère et le jeu énergétique. Donc, chaque composante sur ce continuum-là a des effets sur notre santé. Et ensemble, tous les comportements, il y a une synergie qui s'installe pour avoir une influence sur notre santé. Donc, on sait que la journée entière compte. Donc, il faut penser aux 24 heures et pas seulement à un ou deux comportements sur 24 heures. Je pourrais ajouter à ça aussi d'autres aspects pour notre santé, l'aspect alimentaire, de stress et autres, mais aujourd'hui, on va focuser seulement sur les comportements sur le mouvement. OK, pour en venir à ces directives-là, on a suivi un cadre méthodologique qui a été publié il y a quelques années par Marc Tremblay et Bill Haskell en 2012. C'est un chapitre de livre ici. Et on a suivi ça à la lettre. Ça prend environ 2 ans en venir à des directives comme ça que vous voyez sur 2 pages, mais ça prend 2 ans. Donc, c'est un processus assez long, fastidieux, et puis il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. C'est traduit en français, en anglais et autres, donc je vais en parler un peu comment en venir à ça. Mais je peux vous dire que c'est des directives assez robustes et on est vraiment fiers de ces directives-là. C'est les plus robustes au monde présentement. Et il y a d'autres pays présentement, que je vais en parler à la fin de ma présentation, qui ont maintenant des directives sur 24 heures aussi et qui vont suivre dans les prochaines années. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les directives, j'ai mis ici l'article de Marc Tremblay qui a été publié récemment le 20 novembre 2017, donc qui s'appelle Canadian 24-Hour Movement Guidelines for the Early Years, 0 to 4 Years. Donc, c'est l'article principal qui décrit comment on est venu à ces nouvelles directives-là, et puis avec les directives proprement dites. C'est publié dans la revue BMC Public Health, c'est en anglais seulement malheureusement, mais c'est gratuit, donc vous pouvez avoir accès gratuitement. OK. Les chercheurs principaux, les deux principaux chercheurs étaient Marc Tremblay et Valérie Carson, et puis il y avait un groupe de leadership qui consistait aux chercheurs principaux, aux organismes subventionnaires, aux experts en recherche qui provenaient de différents pays et certains experts pour la méthode de notre recherche, pour les revues systématiques par exemple. Et vous voyez les différents partenaires, donc la Société canadienne de physiologie de l'exercice, qui sont les propriétaires des directives. Notre groupe, c'est l'ourson que vous voyez ici, CHIO, à l'hôpital CHIO à Ottawa, le groupe de recherche sur les saines habitudes de vie et l'obésité, l'Université de l'Alberta, Participation et l'Agence de la santé publique du Canada. Donc, ça a débuté en novembre 2015. Ensuite, en janvier 2016, on a créé le comité de direction, qu'on appelle aussi le groupe de consensus, qui comprend le groupe de leadership,
plusieurs experts en recherche, experts en activité physique, en comportement sédentaire, en sommeil, et puis tous les comportements ensemble aussi. Le groupe de parties prenantes, les utilisateurs de connaissances, les collaborateurs internationaux, les consultants pour la méthode proprement dite, la population cible, parents et les personnes qui prennent soin des jeunes enfants, et des gestionnaires de projets. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués pour en venir à ces directives-là. On s'est servi de deux outils. L'outil GRADE, qui n'est pas vraiment traduit en français, qui sert à évaluer la qualité des données dans la littérature scientifique, et l'outil Agree2, qui sert à évaluer la qualité des directives proprement dites. Parce qu'on peut venir à des directives de différentes façons. Il y a des mécanismes qui sont plus robustes que d'autres. Je vous disais que c'était plus robuste présentement. Et puis, donc, ça a été évalué aussi. Donc, on a une cote pour savoir si c'est des directives qui ont suivi un bon processus. Donc, ça pourrait être seulement un groupe d'experts qui se rencontrent dans un local et puis qui en viennent à des directives. Ça peut se faire en une journée, mais c'est un processus qui a quand même pris 2 ans. Donc, vous pouvez être d'accord ou non avec les directives proprement dites, mais qu'est-ce qu'on a voulu faire, c'est avoir une approche qui est fondée sur la science. Et puis, c'est sûr que dans la vie de tous les jours, on a des croyances, et puis il y a la culture populaire aussi, mais on voulait que les directives soient vraiment basées sur la science. Et puis, je ne pense pas que les gens peuvent discuter trop qu'est-ce que les données disent finalement. Donc, en février 2016, on a eu notre première réunion de consensus qui était à Ottawa. Le but de ce premier meeting-là, donc vous voyez différents points, c'était de tracer les grandes lignes du processus de développement de ces directives-là, des responsabilités de l'échéancier, de présenter les consultants méthodologiques et expliquer leur rôle, les responsabilités, écouter les gens qui provenaient de différents pays, finaliser le processus de la sélection des articles pour les revues systématiques. On a fait 4 revues systématiques pour informer ces nouvelles directives-là, et aussi planifier le transfert des connaissances, la diffusion et l'évaluation des nouvelles directives. OK, données probantes. Donc, on a fait 4 revues systématiques, une sur l'activité physique, une sur le comportement sédentaire, une sur le sommeil que j'ai fait moi-même, et enfin une autre sur les mouvements intégrés, donc des différentes combinaisons de ces 3 comportements-là. Et puis, un autre article qu'on a publié aussi, c'est des analyses compositionnelles, que je vais vous parler un petit peu plus, qui permettaient d'informer aussi de façon additionnelle les 4 revues systématiques. Donc, les indicateurs pour la santé qu'on a regardés dans les revues systématiques, qui ont été décidés par le groupe d'experts. Donc, on pourrait en avoir 1000, mais finalement, on a choisi des indicateurs de santé mentale, de santé physique et autres. Donc, la disponibilité, le développement moteur, les marqueurs cardio-métaboliques, la condition physique cardio-respiratoire, la croissance, la condition physique musculo-squelettique, la santé psychosociale et la régulation de nos émotions, le développement cognitif et enfin le risque de blessure. OK. Les revues systématiques. Pour la population cible, c'était les nourrissons, donc moins de 1 an, les tout petits, 1 à 2 ans, et les enfants d'âge préscolaire, 3 à 4 ans, apparemment en bonne santé. Donc, les populations cliniques étaient exclues. Pour les méthodes, on s'est servi de bases de données en ligne, donc des méthodes standards pour les revues systématiques. Aucune limite de langue ou de design d'études, donc ça pouvait être des devis observationnels ou des devis expérimentales. Alors, on a utilisé, comme je vous ai dit, la méthode GRADE qui permet d'évaluer la qualité de nos données, qui en fait partie des 4 revues systématiques. Et en tout, il y a plus de 34 000 articles qui ont été inclus dans les revues systématiques. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de littérature qui ont permis de venir à des recommandations sur 2 pages seulement, 271 articles inclus, et puis des synthèses narratives qui ont été menées, une méta-analyse qui a été faite pour la revue systématique en activité physique, parce que principalement, les différentes études étaient trop différentes pour les pouler ensemble pour en venir à des moyennes combinées. La première revue systématique, celle sur l'activité physique, donc principalement, c'était 96 études qui ont été incluses,
71 000 participants provenant de 36 pays. La qualité globale des données qui ont été incluses varie de très basse à élevée, dépendamment des indicateurs et du design des études. Les résultats principaux, donc trois phrases ici, mais si vous voulez en savoir plus, allez voir l'article de Valerie Carson, qui a une référence aussi, qui est dans la revue BMC Public Health, qui est le même supplément. Donc, il y a plusieurs articles qui ont été inclus dans ce supplément-là, qui a été publié le 20 novembre dernier. Donc, premier résultat principal, les activités physiques de type et d'intensité variées, incluant des jeux énergiques, sont associés de façon positive avec plusieurs indicateurs pour la santé. Deuxième, bouger plus, c'est encore mieux. Donc, on a trouvé que bouger, c'est bon, mais plus que les gens bougent, plus que c'est mieux pour la santé. Donc, un effet de dose-réponse ici. Et pour les nourrissons, principalement, au moins 30 minutes par jour de temps passé sur le ventre lorsqu'éveillé semblait bénéfique pour leur développement moteur. Et vous allez voir que ça fait partie, ces 30 minutes-là minimum, des recommandations pour les nourrissons que je vais présenter très bientôt. La deuxième revue systématique, c'était sur le comportement sédentaire, également 96 études, 195 000 participants provenant de 33 pays, et la qualité des données ici variait de très basse à modérée. Les résultats principaux, on a observé que le temps sédentaire total mesuré de façon objective n'était pas associé à la disposité au développement moteur. C'est ce qu'on a observé aussi chez les enfants de 5 à 17 ans. Par contre, on a observé que le temps passé devant les écrans était associé de façon défavorable avec la disposité, le développement moteur, la santé psychosociale et le développement social. Donc, ça explique un peu pourquoi que les directives en matière de comportement sédentaire s'attardent plus au type, donc au temps d'écran plutôt qu'à la quantité totale. Troisièmement, le temps passé dans un siège d'auto, une poussette ou sur le dos était associé de façon défavorable avec la disposité et le développement moteur. Et enfin, lire et raconter une histoire était généralement associé à un meilleur développement cognitif. Donc, lorsqu'on parle du type, encore une fois, il y a du bon et du moins bon. Lorsqu'on parle de temps d'écran, ça semble être moins bon pour la santé. Lorsqu'on parle de lire, raconter une histoire, faire du bricolage, jouer avec des casse-têtes, ça semble être meilleur pour la santé globale. La troisième revue systématique que j'ai écrite, c'était sur le sommeil. 69 études ont été incluses, 148 000 participants et plus provenant de 23 pays. La qualité des données variait de très basse à élevée. Et les résultats principaux étaient qu'une courte durée de notre sommeil était associée à une adiposité plus importante, une moins bonne régulation des émotions, une croissance altérée, plus de temps d'écran et un risque de blessure plus grand. Et aussi, on a observé que les associations entre la durée de sommeil, le développement cognitif, moteur, l'activité physique et le bien-être n'étaient pas clairs. Donc, les résultats étaient mixtes ou étaient nuls. Et vous avez la référence de mon article ici, encore une fois, publié dans le journal BMC Public Health le 20 novembre 2017. La dernière revue systématique, c'était les mouvements intégrés, donc une combinaison de sommeil, de comportements sédentaires et d'activité physique. C'était un minimum d'au moins 2 comportements pour être inclus chez les 0-4 ans. Vous voyez que seulement 10 études ont pu être incluses, donc il n'y a pas beaucoup d'études qui regardent la combinaison de ces mouvements-là. Majoritairement, ces études sur l'activité physique seule, ou le sommeil seul, ou le comportement sédentaire seul, avec des indicateurs pour la santé, et les gens contrôlent pour des covariables, mais regardez les différentes combinaisons. Chez les 0-4 ans, il n'y avait pas beaucoup d'études. Donc, seulement 10 avec 7 500 participants provenant de 5 pays et la qualité des données incluses variait de très faible à modérée. Résultats principaux, on a observé que des combinaisons idéales d'activité physique et de comportement sédentaire étaient associées à un meilleur développement moteur et une condition physique cardio-respiratoire, principalement chez les enfants d'âge préscolaire, et aussi une meilleure adiposité en général chez les tout-petits, chez les enfants d'âge préscolaire. On a observé aussi que les combinaisons idéales de sommeil et de comportement sédentaire étaient associées à une adiposité plus faible chez les nourrissons et chez les tout-petits. Et l'article, si vous voulez en savoir plus, allez voir l'article de Nicolas Kouzik, encore une fois publié dans le supplément de BMC Public Health le 20 novembre 2017. Un autre article qui est inclus ici, c'était un article sur des analyses compositionnelles. Donc, il regardait ce cocktail de comportements-là sur 24 heures. Donc, on sait que, comme je vous disais, les comportements en matière de mouvement par le passé ont été évalués de façon isolée, donc activité physique seule, ou comportement sédentaire seul, ou sommeil seul versus des indicateurs pour notre santé.
Mais on sait on a 24 heures dans une journée, donc chaque changement, chaque augmentation ou diminution d'un des trois comportements va influer sur un ou les deux autres finalement. Donc, ça fait en sorte que les analyses statistiques traditionnelles, comme les régressions linéaires, on ne peut pas utiliser ça dans un contexte où ça s'additionne sur 24 heures. Donc, ça l'amène à des résultats qui ne sont pas corrects. Donc, les nouvelles analyses qui sont faites, ça s'appelle des analyses compositionnelles. Et comment on interprète ça? C'est une proportion qui est relative aux autres comportements plutôt qu'ils soient indépendants des autres comportements. Donc, ça tient en compte les différents changements dans les autres comportements versus les effets sur notre santé. Donc, un article qui a été écrit par Valérie Carson ici, dans l'enquête canadienne sur les mesures de la santé, donc un échantillon des enfants âgés de 3 à 4 ans, donc représentatif de la population canadienne. L'objectif numéro 1 était d'explorer les associations entre les combinaisons de durée de sommeil, des comportements sédentaires et d'activité physique, donc les trois comportements, avec l'adiposité, avec l'indice de masse corporelle et le tour de taille. Pourquoi seulement l'adiposité, vous allez me dire? Parce que ce serait bien de regarder pour la santé mentale ou d'autres indicateurs pour la santé. C'était pas disponible dans cette enquête-là. Donc, c'est vraiment une raison qu'est-ce qui était disponible. Donc, c'est pour ça que seulement l'adiposité comme indicateur pour la santé a été utilisé ici. Et deuxième objectif était d'explorer les associations entre chaque comportement et l'adiposité en tenant compte du temps consacré aux autres comportements. Et c'était dans un échantillon de 552 enfants âgés de 3 à 4 ans. Donc, vous voyez la distribution sur 24 heures des enfants de 3 à 4 ans au niveau canadien. 49 environ, c'est dans une journée pour le sommeil. 31 comporte le comportement sédentaire. Environ 16 de l'activité physique d'intensité légère et 4,5 c'est du jeu énergique ou qu'on peut appeler dans le jargon scientifique de l'activité physique d'intensité moyenne à vigoureuse. Donc, les deux résultats principaux, c'était que la composition ou le cocktail de ces comportements-là, donc les différentes combinaisons spécifiques, étaient significativement associés à l'indice de masse corporelle, mais non au tour de taille. Et le temps passé dans chaque comportement relativement aux autres n'était pas associé à l'adiposité. Donc, individuellement, l'activité physique seule ou le comportement sédentaire seul ou le sommeil seul n'était pas associé au poids, mais combiné, il y avait une synergie et il y avait une association avec l'indice de masse corporelle. Donc, ça veut dire que ça renforce l'idée qu'avoir des directives sur 24 heures, c'est mieux qu'avoir des directives seules. Et l'article, si vous voulez en savoir plus, par Valérie Carson, encore une fois, dans le numéro spécial de BMC Public Health. D'autres considérations par rapport à la direction, donc en faveur ou contre, ou la force, donc que ce soit forte ou faible de nos directives, ça a été évalué de plusieurs façons. Donc, par la qualité de nos données, donc les 4 revues systématiques, par un examen des avantages et des inconvénients, par les facteurs associés aux valeurs et aux préférences, à la faisabilité, à l'acceptabilité et à l'équité, soit par un sondage en ligne, des groupes de discussion et des entrevues qui ont été faites, et par l'incidence financière aussi. Il y a eu des consultations auprès des intervenants, des groupes de discussion, des entrevues, et on a fait une revue de la littérature aussi. OK, maintenant on a fait une réunion de consensus numéro 2 qui a eu lieu en janvier 2017 à Ottawa, encore une fois. Le but était de réviser, discuter, débattre et interpréter les résultats des 4 revues systématiques et des analyses compositionnelles. C'était aussi dans le but de réviser les résultats des analyses coût-efficacité qui ont été faits. C'était aussi dans le but de rédiger une version préliminaire de ces directives-là, et d'identifier les limites sur le plan de la recherche et de planifier pour le futur aussi, lancement, diffusion, promotion, évaluation. OK. Au niveau de la consultation auprès des intervenants, il y a un article qui a été publié aussi par Riazi dans le BMC Public Health en 2017. Si vous voulez en savoir plus, allez là. Donc, il y a eu un sondage auprès des intervenants qui a été effectué, des groupes de discussion et des entrevues qui ont aidé à améliorer le contenu de ces directives-là. Possiblement que vous avez reçu un courriel aussi pour faire partie.
Au niveau du sondage auprès des intervenants, donc c'est un sondage en français et en anglais pour avoir l'avis sur différentes choses, par exemple sur le format et le contenu des directives, donc si vous étiez en accord ou vous avez mis un format différent ou autre, sur des éléments comme l'acceptabilité perçue, l'applicabilité, la faisabilité et l'équité, et des suggestions au sujet de barrières potentielles, par exemple, à leur adoption, aux canaux de diffusion et porteurs du message préféré. Et ça s'est fait en mars et en avril 2017. Et je peux vous dire que qu'est-ce qui va se faire dans les prochains mois aussi. Il y a d'autres outils qui vont sortir d'un point de vue plus pratique pour les parents et pour les personnes qui prennent en charge les enfants, parce que le but, c'est d'en venir aux directives pour être diffusées le 20 novembre 2017, mais c'est un processus qui va se continuer aussi, parce que c'est pas parce qu'on a diffusé les directives que ça a pris 2 ans qu'on arrête. Donc, c'est juste un document papier, donc on va être sûr que les gens comprennent et puis donner différents outils aussi qui sont applicables. Les groupes de discussion et les entrevues étaient réalisés dans le but d'avoir l'avis des parents, pédiatres, éducateurs et personnes qui prennent soin des enfants au sujet de ces nouvelles directives-là. Et aussi, ça s'est fait par enregistrement audio, verbatim transcrit, analyse, et puis c'est Guy Faulkner qui a effectué ça. Ensuite, en avril 2017, il y a eu une réunion du groupe de leadership à Vancouver pour finaliser ces directives-là. Donc, étudier les résultats des différentes consultations, sondages, groupes de discussion, entrevues, réviser et finaliser les directives, transmettre la version révisée au groupe de consensus. On a atteint un consensus finalement, directive finalisée, révision traduite en français. Et puis, les directives ont été évaluées par 4 réviseurs indépendants par la méthode Agree-to. Donc, au niveau des délibérations, des consultations et évaluations, en tout, il y a eu au-delà de 50 réunions de notre groupe. Donc, on s'est rencontrés souvent soit par téléphone ou physiquement. Il y a eu 2 réunions avec le groupe de consensus qui ont duré environ 3 jours chaque. Un sondage en ligne, un échantillon de 695 personnes à travers le Canada et le monde aussi, de différents secteurs. Grosso modo, il y avait plus de 95% des gens qui étaient en accord avec les nouvelles directives et une majorité qui considérait que les directives étaient utiles, applicables, rentables et équitables. Donc, il y a un consensus ici aussi. Il y avait un support considérable qui provenait des groupes de discussion et des entrevues. Les recommandations étaient fortes pour tous les énoncés des directives. Et puis les 4 réviseurs indépendants ont donné des notes qui varient entre 89% et 100% pour les directives. Donc, comme je vous le dis, on a utilisé un processus qui est très robuste. Donc, on n'était pas si surpris non plus d'avoir des notes assez élevées comparativement à d'autres processus qui pouvaient être faits. Seulement un groupe d'experts qui se rencontrent, regarder la littérature scientifique et en venir à des directives. Donc, c'est beaucoup moins robuste qu'un processus qui dure 2 ans et puis il y a plusieurs parties prenantes. Donc, la base, on croit qu'elle est solide, des nouvelles directives, même si vous n'êtes peut-être pas d'accord avec certains énoncés. Donc, c'est appuyé sur la science, donc les données probantes, comme on dit. Donc, 4 revues systématiques, des analyses compositionnelles, additionnelles, consensus d'experts et avis des intervenants et des conseils pour la méthode de nos directives. Donc, on croit que c'est une base solide et puis on n'est pas nécessairement gêné d'en venir à ces directives-là. On devrait être fiers d'un point de vue mondial aussi. Donc, c'est une première chez les 0-4 ans. Et puis, je pense que ça va paver la voie pour le futur aussi. Pour le transfert des connaissances, donc le lancement des directives a été fait le 20 novembre dernier, donc ça fait même pas un mois. Donc, il y a eu aussi le supplément de BMC sur le CELT. On a développé une identité visuelle qui est un CAT encore pour faire suite aux directives qui ont été diffusées l'année passée en 2016 chez les enfants et les adolescents de 5 à 17 ans. Et on va continuer pour le futur aussi pour les adultes et chez les aînés, donc couvrir tout le spectre de 0 jusqu'à 100 ans. Il y a des outils et des ressources pour le grand public qui sont disponibles. Certaines sont disponibles présentement sur le site de participation et sur le site de la Société canadienne de physiologie de l'exercice, mais il y en a d'autres qui vont venir dans les mois et dans les années futures. Au niveau de la mise en œuvre et en application, ça va continuer. Et comme je vous l'ai dit, le lancement a eu lieu le 20 novembre dernier.
OK, donc ça, c'est les directives ici. Vous voyez que c'est sur 2 pages. La première page, il y a le titre et un préambule. Je ne vais pas le lire parce que, première des choses, je ne suis pas capable de lire sur mon écran, mais vous l'avez sûrement vu aussi, et puis c'est disponible un peu partout sur le site de la Société canadienne de physiologie de l'exercice, participation, bien-être public health et autres. Et puis à droite, c'est les directives proprement dites, bouger, dormir, s'asseoir, donc les 3 comportements qui sont activité physique, sommeil et comportement sédentaire, et sont divisés par tranche d'âge, donc les nourrissons moins d'1 an, les tout petits 1 à 2 ans, et les enfants d'âge préscolaire 3-4 ans. Et vous avez les différents partenaires en bas. Je vais dire brièvement, donc pour les nourrissons moins d'1 an, la directive en activité physique dit d'être physiquement actif plusieurs fois de diverses manières, particulièrement par l'entremise de jeux interactifs au sol. Bouger plus, c'est encore mieux. Pour ceux qui ne se déplacent pas encore, cela inclut au moins 30 minutes réparties pendant la journée de temps passé sur le ventre lorsqu'éveillé. Pour le sommeil, c'est des tranches, c'est des zones par tranche d'âge, de 14 à 17 heures pour les 0 à 3 mois et de 12 à 16 heures pour les 4 à 11 mois de sommeil de bonne qualité, incluant les siestes. Et pour le comportement sédentaire, les directives disent de ne pas être immobilisé pendant plus d'1 heure à la fois, comme dans une poussette ou une chaise haute. Passer du temps devant un écran n'est pas recommandé. Pendant les périodes de sédentarité, les personnes qui prennent soin d'eux sont encouragées à lire un livre avec eux ou à leur raconter des histoires, par exemple. Pour les tout petits 1 à 2 ans, la recommandation en activité physique, c'est au moins 180 minutes réparties au cours de la journée d'activité physique de type et d'intensité variée, comprenant du jeu énergique. Bouger plus, c'est encore mieux. Pour le sommeil, c'est de 11 à 14 heures de sommeil de bonne qualité, incluant les siestes, avec des heures de coucher et de lever régulières. Pour le comportement sédentaire, c'est un peu plus long, mais je vais le lire quand même parce que les directives, c'est important. Ne pas être immobilisé pendant plus d'1 heure à la fois, par exemple dans une poussette ou une chaise haute, ou rester en position assise pendant des périodes prolongées. Pour les tout petits de moins de 2 ans, passer du temps sédentaire devant un écran n'est pas recommandé. Chez les enfants de 2 ans, le temps sédentaire passé devant un écran devrait être limité à 1 heure. Encore moins, c'est encore mieux. Pendant les périodes de sédentarité, les personnes qui prennent soin d'eux sont encouragées à lire un livre avec eux ou à leur raconter des histoires, par exemple. Et enfin, chez les enfants d'âge préscolaire de 3 à 4 ans, la directive pour l'activité physique, c'est au moins 180 minutes d'activité physique variée répartie au cours de la journée, dont au moins 60 minutes de jeu énergique. Bouger plus, c'est encore mieux. Pour le sommeil, c'est de 10 à 13 heures de sommeil de bonne qualité qui peuvent inclure une sieste avec des heures de coucher et de lever régulières. Et enfin, pour le comportement sédentaire chez les 3-4 ans, c'est ne pas être immobilisé pendant plus d'1 heure à la fois, comme dans une poussette ou un siège de voiture, ou rester en position assise pendant des périodes prolongées. Le temps sédentaire passé devant un écran devrait être limité à 1 heure, encore moins, c'est encore mieux. Pendant les périodes de sédentarité, les personnes qui prennent soin d'eux sont encouragées à lire un livre avec eux ou à leur raconter des histoires, par exemple. Et enfin, vous voyez qu'il y a une phrase additionnelle à la suite qui essaie de faire cette intégration-là des 3 comportements, parce que même si on voit individuellement les 3 comportements, il faut qu'on les intègre ensemble aussi. Ça dit, pour entraîner encore plus de bienfaits pour la santé, remplacer le temps d'immobilisation ou passer devant un écran par plus de jeux énergiques et remplacer le jeu intérieur par le jeu extérieur tout en maintenant une durée de sommeil suffisante. Donc, en gros, il faut avoir une bonne nuit de sommeil, il faut bouger plus et il faut passer moins de temps assis, principalement limiter le temps d'écran. Et pour certaines tranches d'âge, c'est zéro temps écran par jour. Pour ce qui est de la diffusion, de la mise en œuvre et en application, on a utilisé une diffusion médiatique proactive. Je sais quand ça a été diffusé le 20 novembre dernier, dans les 2-3 jours qui ont suivi, j'ai fait peut-être au-delà de 30 entrevues radio, télé et autres. Donc, ça a bien fonctionné au niveau canadien. Il y a des ressources qui sont disponibles sur le site de la Société canadienne de physiologie de l'exercice et de participation. Donc, je vous encourage à aller visiter ces 2 sites-là. On va continuer à faire une tournée canadienne pour présenter des directives. Donc, il reste de l'argent à la demande de subvention jusqu'à fin mars 2018. Donc, si par exemple, il y a des gens parmi vous qui seraient intéressés à venir entendre une présentation qui parle des directives ou un sujet connexe, soit en anglais ou en français, je vous invite à m'écrire. Donc, il y a des possibilités qu'on puisse aller chez vous et ce serait gratuit. Donc, c'est une bonne chose.
des webinaires qui sont disponibles en ligne sur le site de la Société canadienne de physiologie de l'exercice. Donc, un PowerPoint, comme vous voyez aujourd'hui, sont disponibles en anglais et en français. Donc, vous pouvez utiliser ça pour vos présentations aussi. Tous les outils de promotion et de vulgarisation sont disponibles en français et en anglais. C'est pas encore développé, c'est en développement, mais Build Your Best Day ou Crée ta journée idéale, qui a été fait pour les enfants et les ados, mais ça va être fait aussi pour les 0 à 4 ans, donc c'est en développement et ça va être disponible entre autres sur le site de Participation. Et il y a 13 articles qui ont été publiés dans le numéro spécial de BMC Public Health qui sont gratuits, que vous pouvez lire si vous voulez en savoir plus sur les nouvelles directives. L'évaluation. Les indicateurs à propos du lancement des directives ont été compilés, comme les impressions médiatiques, les activités sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que dans les jours qui ont suivi, tous les réseaux de télé, les émissions de télé, radio, donc on a fait vraiment beaucoup. Donc, je pense que ça a bien fonctionné, mais je pense que c'est pas parce que ça marche pendant 3 jours que ça va marcher toujours. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue à en parler et on continue à faire du travail de vulgarisation aussi. Sondage de participation au sujet de la sensibilisation des parents canadiens en ce qui concerne les directives. Ils ont suivi le lancement. Il y a eu un sondage en ligne aussi pour déterminer les croyances chez les intervenants concernés au sujet des bienfaits potentiels des nouvelles directives intégrées en comparaison aux anciennes directives individuelles, pour savoir si les gens sont d'accord qu'on intègre, avoir une vision plus holistique, globale de la santé ou si les gens préfèrent des directives individuelles. Et le monitorage et surveillance des prochaines années pour savoir, OK, on sait c'est quoi qu'est-ce que les jeunes doivent atteindre, mais quelle proportion dans la population canadienne ou par province atteignent ces directives-là, et si on voit que ça va changer au fil du temps aussi, est-ce qu'on s'améliore ou non. Pour les recherches futures, donc il y a beaucoup d'articles qui ont été inclus, qui ont informé les nouvelles directives, mais on a du travail à faire encore d'un point de vue scientifique, parce que les questions, c'est jamais noir ou blanc, donc il y a des zones grises, et puis il faut continuer à faire un peu de travail. Donc, ça prend plus d'études, par exemple, qui visent à déterminer les relations dose-réponse entre les comportements en matière de mouvement, activité physique, comportement sédentaire et sommeil, et différents indicateurs pour notre santé. Il y a peu d'études qui ont utilisé des mesures valides et fiables de comportement sédentaire et de sommeil chez les enfants de 0 à 4 ans. Principalement, c'était par questionnaire, et on sait qu'il y a des limitations avec des mesures subjectives comme ça. Il y a peu d'études qui ont tenu en compte l'alimentation dans leurs analyses. Par exemple, lorsqu'on regarde comme indicateur le poids corporel, on sait que manger, ça influe beaucoup. Mais il y a beaucoup d'études qui ont été publiées qui n'ont pas regardé ça. Donc, le volet alimentaire, ça doit être inclus. Ça a été inclus dans certaines études, mais pas dans toutes les études. Donc, c'est une limitation à prendre en compte. Il y a aussi un manque de données sur des indicateurs comme la condition cardio-respiratoire, la santé musculo-squelettique, la santé cardio-métabolique ou les risques et les préjudices. Donc, oui, on a regardé plusieurs indicateurs pour la santé, mais il y avait beaucoup d'études qui étaient effectuées pour 2, 3 ou 4 de ces indicateurs-là et beaucoup moins pour d'autres, comme ces 4-là. Et finalement, il y a peu d'études qui ont regardé l'effet combiné des comportements en matière de mouvement sur la santé chez les 0-4 ans. Donc, il y avait seulement 10 articles qui ont été inclus dans la revue systématique numéro 4. Donc, je sais que récemment, les dernières semaines, il y a d'autres articles qui ont été publiés, mais idéalement, dans les prochaines années, j'aimerais en voir beaucoup plus que 10 pour être sûr que nos recommandations sur 24 heures soient basées sur plus d'études combinées. Pour la surveillance future, on a recommandé différentes choses dans l'article de Tremblay. Le focus présent, ça doit être fait sur ce qui est mesuré présentement. Donc, c'est sûr qu'il y a des parties dans les directives qui ne sont pas mesurées d'un point de vue canadien ou par province. Donc, c'est dur de savoir quelle proportion de nos enfants de 0-4 ans rencontrent chaque élément de ces directives-là. Donc, au moins, on devrait aller chercher ce qui est mesuré présentement et des recommandations pour les sondages ou les études futures, d'inclure d'autres questions ou d'autres mesures qui vont permettre d'aller regarder chaque élément de nos directives. Donc, pour l'activité physique, qu'est-ce qu'on a comme mesure présentement? Pour les nourrissons, c'est un minimum de 30 minutes par jour de temps passé sur le ventre lorsqu'ils sont éveillés, donc lorsqu'ils ne dorment pas. Pour les tout-petits, c'est au moins 180 minutes par jour d'activité physique. Pour les enfants de 3-4 ans, c'est 180 minutes au moins par jour d'activité physique, incluant 1 heure d'activité physique d'intensité moyenne à intense.
Pour le comportement sédentaire, les moins de 2 ans, c'est aucun temps d'écran et moins de ou égal à 1 heure à la fois de temps immobile. Et pour les plus de 2 ans, et les enfants d'âge préscolaire, c'est pas plus d'1 heure par jour de temps sédentaire passé devant un écran et pas plus d'1 heure à la fois de temps immobile. Et pour le sommeil, c'est les différentes tranches de sommeil par âge que je ne vais pas répéter que vous voyez ici. Donc, un article que j'ai aussi écrit avec des données canadiennes chez les 3-4 ans pour regarder la proportion des jeunes Canadiens qui rencontrent ces directives-là d'activité physique, de temps d'écran et de sommeil. Donc, c'est un diagramme de Venn ici. Donc, vous voyez 3,3. Donc, c'est 3,3 des jeunes Canadiens de 3-4 ans qui rencontrent aucune des 3 recommandations. Au centre, vous voyez 12,7 donc c'est 12,7 des 4 ans qui rencontrent les 3 recommandations. Et vous voyez les autres chiffres un petit peu partout qui donnent un total sur 100%. Et puis, vous voyez que si pour l'activité physique seule, c'est environ 2 tiers des 3-4 ans qui rencontrent la directive en activité physique. Pour le sommeil, environ 80% qui rencontrent. Donc, assez bien pour l'aspect sommeil, assez bien pour l'aspect activité physique, mais c'est le temps d'écran que seulement 24% des jeunes Canadiens de 3 à 4 ans qui rencontrent la directive en matière de temps d'écran. Donc, il y a du chemin à faire en ce qui concerne le comportement sédentaire. Et puis, l'article de Lee aussi qui a été publié dans la revue BMD Public Health chez les tout-petits. Donc, moi, c'était chez les 3-4 ans et ici, c'était chez les 1 à 2 ans. Et même constat, donc 12,1% des tout-petits qui rencontraient les 3 recommandations. C'est la première barre à gauche. Et je ne vais pas aller dans toutes les différentes combinaisons possibles, mais encore une fois, c'était le temps écran qui faisait défaut chez les tout-petits. Donc, seulement 15,4% des tout-petits qui rencontrent la directive en matière de temps d'écran. Mais vous voyez 19% qui rencontrent la directive en matière d'activité physique. Donc, les tout-petits bougent quand même beaucoup. Et le sommeil, c'est 83%. Donc, les tout-petits sont canadiens, ils font très, très bien en matière d'activité physique et de sommeil, mais vraiment pas bien en matière de comportement sédentaire ou de temps d'écran. Pour ce qui est de la mise à jour des directives, la recommandation, c'est de réviser un cycle de 10 ans, parce que comme ça prend beaucoup de temps, ça prend environ 2 ans à en venir à ces directives-là, et ça prend des études futures pour pouvoir informer des changements, des nouvelles recommandations. Ou s'il y a beaucoup de nouvelles études qui arrivent qui nous disent que non, on devrait changer au moins 1 ou 2 éléments de ces directives-là, mais ça peut être fait avant d'attendre 10 ans. Parce que si on change trop souvent aussi, les gens n'ont pas vraiment le temps de, savoir c'est quoi ces directives-là, et puis si ça change toujours, c'est mélangé un peu. C'est un peu comme dans le domaine de la nutrition. Dans une journée, ils nous disent que les œufs, c'est bon pour la santé. Le lendemain, ils disent que c'est bon pour la santé. Donc, si on change toujours comme ça, ça devient un peu moins crédible aussi. Donc, c'est ça basé sur la science. Et puis, un cycle d'environ 10 ans, je pense que c'est justifiable. Il y a eu un impact international aussi des directives. Donc, en Nouvelle-Zélande, on a aussi maintenant des directives sur 24 heures. Donc, ça s'appelle Sit Less, Move More, Sleep Well, Active Play Guidelines for Under Fives. Ils n'ont pas utilisé le même processus rigoureux que nous, mais au moins, c'est bon à savoir qu'il y a d'autres pays qui emboîtent un peu le pas pour aller vers des directives sur 24 heures et non seulement les directives individuelles. Et aussi en Australie. Donc, la même journée ou le lendemain de notre lancement, on lancé leur directive aussi sur 24 heures. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adopté notre processus. Donc, ils l'ont fait un peu en même temps que nous, mais au lieu de refaire des revues, de publier d'autres articles sur l'activité physique, le sommeil et autres, ça a été fait par le groupe canadien. Donc, il n'y a pas lieu de refaire les mêmes études. Donc, ils ont juste adopté notre processus avec peut-être certains petits changements dans leur directive, certains mots qui sont plus adaptés au contexte de leur pays. Mais au moins, c'est bon de savoir qu'il y a d'autres pays qui vont dans cette direction-là.
Et un contexte encore plus international, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sont en train de travailler présentement pour avoir des directives sur 24 heures aussi mondiales. Donc, c'est pas juste canadien, mais ça va se propager un petit peu partout. Et je sais que Marc Tremblay et Louise Choquette ont été récemment à Genève pour ces directives-là. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, mais au moins, c'est bon à savoir que qu'est-ce qui a été fait au niveau canadien, ça va être utilisé possiblement par l'Organisation mondiale de la santé. Et l'impact ou les retombées de nos directives canadiennes, bien, ça va être encore plus grand que le contexte canadien. Donc maintenant, je crois que je redonne la parole à Louise pour l'aspect plus pratique de ces. Donc j'ai parlé de la science derrière ces directives-là, et puis Louise va vous parler de l'aspect plus pratique. Donc, OK, il y a les documents papier, il y a la science derrière ça, mais qu'est-ce que je peux faire dans la vie de tous les jours pour être sûr que les gens rencontrent ces directives-là. Et puis, on sait que chaque personne a une réalité différente aussi. Et puis, je pense que ça va prendre plusieurs années à avoir beaucoup de support et des choses comme ça. Mais Louise va vous donner quelques conseils plus pratiques qui pourraient vous aider. Donc, merci beaucoup. Puis je pense que je reviens par la suite pour une ou deux diapos. Oui, merci Jean-Philippe. C'était excellent. C'est difficile de passer toute l'information technique, mais je dois dire, c'est ça, je faisais partie du comité et puis c'est pas des recommandations en l'air qui ont été tirées d'un chapeau. Comme vous pouvez voir, il y a eu énormément de recherches qui étaient faites là-dessus. Chaque mot a été pesé, calculé, évalué. Puis là, quand c'est venu en français, la même chose s'est produite. Il y a eu énormément de travail qui a été mis là-dessus. Avant de passer à l'implantation, j'aimerais juste répondre à une question qu'on a eue d'une participante qui voudrait, peut-être Jean-Philippe, tu pourrais expliquer qu'on entend par jeu énergique et jeu très énergique pour les jeunes enfants. Oui, c'est un bon point. Ce n'est pas des termes qu'on utilisait chez les enfants et les jeunes. Donc, lorsqu'on parle de jeu énergique et très énergique, c'est de l'activité physique d'intensité moyenne à vigoureuse, ce qu'on appelle en anglais moderate to vigorous physical activity. Et comment on en vient à évaluer ça, c'est par des accéléromètres généralement, et puis c'est par des METs, donc des équivalents métaboliques, qui va de 0,9 pour le sommeil, qui peut aller jusqu'à 17. Donc, entre 0 c'est sommeil, ou 0,9 ça va être sommeil, moins de 1,5 mètres c'est comportement sédentaire, entre 1,5 et 3 c'est l'activité physique d'intensité légère. Et puis, après ça, ça va être l'activité physique d'intensité moyenne, qu'on appelle jeu énergique. Et très énergique, c'est l'activité physique d'intensité vigoureuse. Donc, pour les enfants, généralement, c'est lorsque leur cœur bat plus fort, lorsqu'ils transpirent, donc, c'est vraiment lorsque le cœur s'active. Donc, c'est plus que marcher. Donc, c'est vraiment jouer, courir. C'est vraiment des activités comme ça. Donc, on appelle jeu énergique ou très énergique et activité physique moyenne à vigoureuse. Merci. Et puis, je pense que c'est ça, dans la plupart des études, justement, ils branchent un petit appareil, un accéléromètre sur les enfants pour pouvoir évaluer ce niveau d'activité physique-là, n'est-ce pas? Oui. Ou ça peut se faire par questionnaire aussi, mais c'est toujours mieux avec des mesures objectives par des accéléromètres. Il y a des podomètres qui peuvent être utilisés, mais ça ne peut pas déterminer quelle intensité. Ça va juste dire combien de pas par jour. Donc, c'est vraiment par accélérométrie. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Donc, on va passer à une section d'implantation, puis j'aimerais donner la parole écrite aux participants. Est-ce que ça vous donne des idées, justement? On a des idées d'inscrites, mais j'aimerais avoir l'opinion des gens. OK, c'est bien beau avoir toutes ces lignes directrices-là, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Si vous êtes en santé publique, une éducatrice en petite enfance, une enseignante, facilitatrice. Donc, j'aimerais que vous utilisiez la boîte de conversation pour donner des idées en quoi ça vous inspire, comment vous pourriez mettre ça en œuvre dans votre milieu. Et puis, après ça, on va donner les suggestions auxquelles nous, on a pensé. Bon, on va attendre de vous donner une couple de minutes pour que les gens aient le temps d'inscrire quelque chose. Bon, plusieurs participants sont en train d'écrire. Parfait. On va vous donner une couple de minutes. Peut-être même je pourrais mettre la boîte de conversation plus grande pour un instant.
Je m'excuse que ce soit, justement, il faut l'écrire, mais ça devient trop bruyant. On a eu jusqu'à 74 participants en ligne maintenant, et puis ça serait distrayant. Il y a une couple de personnes, en fait, qui ont mentionné, qui n'ont pas reçu la présentation. Je croyais l'avoir envoyée à tous les participants inscrits, mais des fois, vu que j'envoie ça à comme 40-50 personnes ensemble, c'est possible que ça aille dans votre boîte de courriel, votre spam, et puis peut-être c'est nécessaire d'aller le rechercher là, mais envoyez-moi un courriel et ça va me faire plaisir de l'envoyer après la présentation. Puis le webinaire est enregistré, donc si vous avez des collègues qui l'ont manqué, vous allez pouvoir écouter, ils vont pouvoir écouter l'enregistrement. Donc, Caroline, à la maison, elle travaille en hébergement et la première chose qu'elle souhaiterait mettre en place, c'est diminuer le temps devant les ordinateurs en informant les mamans à travers un poster, une affiche. Excellente suggestion. Et puis, vous pouvez justement télécharger les directives, afficher ça et en parler aux parents. Puis leur expliquer pourquoi c'est nécessaire. C'est quoi l'avantage? Parce que parfois, les gens pensent que, bon, un ordinateur, c'est éducatif, mon enfant apprend quelque chose, mais trop de temps de passer devant les ordinateurs, c'est pas bon. Surtout pour les tout petits. Là, on parle d'enfants de 0 à 4 ans. Ils ne devraient pas, surtout même à 3-4 ans, ils ne devraient pas passer trop de temps devant les ordinateurs. OK. Et Lucie, promouvoir ses recommandations lors de formation avec les intervenants. C'est ça, dans les cliniques, les centres de petite enfance, avec des exemples précis. Effectivement, Brigitte Williams offrait des ateliers de yoga ou de la salsa avec bébé. Effectivement, d'offrir des suggestions concrètes de comment augmenter l'activité physique avec les tout-petits, les bébés, les préscolaires, parfait. Lucie mentionne de développer un outil d'information pour les centres de petite enfance qui pourrait être diffusé à travers vos centres. Ça pourrait être très efficace. Puis il y a moyen aussi à travers les réseaux sociaux, justement, de faire une campagne en collaboration avec les centres de petite enfance que Stéphanie Thompson mentionne. Serge Levac mentionne pour les équipes de petite enfance dans les écoles, donc c'est maternelle, prématernelle, l'ancienne. Il y aura lieu de revoir l'horaire de la journée pour s'assurer que les enfants aient le plus l'occasion de bouger, surtout à différentes intensités. Éviter d'avoir trop souvent recours aux émissions, aux applications, aux tableaux interactifs et à iPad. Effectivement, à cet âge-là, ils ont besoin d'être actifs et ils apprennent en jouant, en étant actifs. OK. Donc, je vais vous montrer que, hop, il y a encore une suggestion qui rentre. Et puis après ça, je vous montre qu'est-ce qu'on avait comme suggestion. OK. Restaurer. Donc, nous, on a essayé de penser, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Disons que c'est un personnel en santé publique. Bon, évidemment, ça serait bon de connaître les documents de référence puis maîtriser le contenu. Je vous ai mis le lien dans la boîte de toutes les recherches systématiques qui ont eu lieu, qui est d'ailleurs disponible sur le site de la Société canadienne CICEP. Excusez-moi, là, mais je voudrais trouver le nom... Le nom en français, excusez, la Société canadienne de physiologie de l'exercice. Ils ont justement tout le supplément est là. Vous pouvez disséminer le communiqué de presse qui est envoyé aux médias et c'était envoyé à travers le pays, mais il y a moyen d'avoir ce communiqué de presse-là. Il est sur le site de participation, justement. Et puis en fait, je pourrais mettre tiens, je vais le mettre ici. Vous pouvez utiliser des sections de ça et envoyer ça à vos médias locaux. À travers les médias sociaux, ça ne coûte pas grand-chose pour disséminer les directives. Parce que c'est ça, là, il y a 2-3 semaines, il y a eu beaucoup d'actions médiatiques là-dessus, mais il faut garder ça en vie. Vous pouvez mettre un lien aux directives sur votre site web directement. Vous pouvez offrir des copies imprimées dans votre salle d'attente, dans vos foires santé, vos ateliers. Et puis, vous pouvez offrir des ateliers de mouvement sur 24 heures à travers les programmes de parents-enfants. Le On y va, c'est le nouveau nom pour les centres de petite enfance et de la famille.
Vous pouvez aussi intégrer le contenu dans tout ce que vous faites, les ressources, les présentations que vous faites aux futurs parents, aux prestataires de services. Entre autres, je pense dans les cours de santé prénatale, de rencontres prénatales, des choses comme ça. C'est toujours bon d'en parler de l'importance de l'activité physique et du sommeil et de limiter le comportement sédentaire pour les jeunes enfants. Puis, vous pouvez offrir du développement professionnel à d'autres prestataires de services. Et puis, soutenir les efforts qui sont mis en place pour les politiques dans les garderies, les écoles et les autres lieux. Parce que quand il y a une politique en place, c'est là qu'il y a plus de chances de garder l'effort, de maintenir le momentum. Si vous êtes un éducateur en petite enfance, un enseignant, bien, il y a différentes façons de justement mettre en place les directives dans votre milieu. Il y a beaucoup de sites qui ont des idées d'activités qui peuvent être utilisées, comme inviter les écrans. Puis assurez-vous que les enfants aient assez de sommeil. Puis assurez-vous que ça fait partie de votre programmation. Surtout si les enfants sont avec vous pour une grande partie de la journée. Je pense à des garderies où les enfants, des fois, sont laissés là à 7h, 7h30 le matin, puis sont pris à 5h30, 6h le soir. S'ils n'ont pas eu leurs 3 heures d'activité physique là-dedans, ils l'auront probablement pas plus tard le soir. Donc, c'est important d'essayer de couvrir ça le plus possible. Évidemment, réduire le temps sédentaire dans la programmation avec les écrans, comme M. Levac le mentionnait. Et mettez l'emphase sur les fondements du savoir-faire physique. On parle beaucoup de ça, le physical literacy, qui est les 3 composantes, la compétence physique, la motivation, la confiance en soi. Si vous pouvez aider les enfants à développer ça, il y a plus de chances qu'ils continuent à être actifs à long terme. C'est important d'informer les parents sur les directives pour qu'ils sachent pourquoi vous faites de l'activité physique avec les enfants, pourquoi vous réduisez les temps d'écran, puis pour qu'ils puissent maintenir ça à la maison aussi. Puis, évidemment, c'est important que les enfants aient les vêtements appropriés pour pouvoir être actifs, même s'il pleut, s'il neige, s'il fait froid, puis avoir les vêtements qui sont disponibles. Puis c'est bon d'en avoir d'extra. Je pense que la plupart des garderies et des écoles gardent un peu de vêtements supplémentaires pour ça, justement. Et puis, soutenir l'implantation des politiques. Vous savez probablement que les garderies sont mandatés pour avoir 2 heures d'activité extérieure, de jeu extérieur. Mais trop souvent, il y a des excuses qui sont données. « il fait trop froid, il pleut, il y a ci, il y a ça. » Et puis parfois, les garderies utilisent le temps d'habillage puis de déshabillage à l'intérieur de ces 2 heures-là. C'est pas vous trichez les enfants dans un sens. C'est bon pour eux autres. Et puis, à moins vraiment des gros risques dangereux, il y a moyen, s'ils sont actifs, de pouvoir passer le 2 heures à l'extérieur, peut-être en séparant ça en 2-3 blocs, évidemment, là. Et puis d'avoir un environnement qui est intéressant pour les enfants pour jouer dehors aussi. Puis, plus vous pouvez modeler le comportement et jouer avec eux, plus ils vont voir que, bon, c'est agréable de pouvoir jouer à l'extérieur. Et puis, si vous travaillez, vous êtes une facilitatrice ou un facilitateur dans un centre parents-enfants, c'est important d'informer les parents sur les directives et de mettre l'emphase sur la journée entière qui importe. Et puis, pas juste l'activité physique, mais c'est ça, faut pas réduire le sommeil pour pouvoir être plus actif. Comme Jean-Philippe expliquait, c'est la journée entière qui importe. Puis aider les parents s'ils ont des obstacles, aidez-les à discuter. Bon, qu'est-ce que vous pourriez faire justement pour réduire le temps d'écran avec vos jeunes enfants? Puis vous pouvez avoir des affiches, des bulletins, indiquez ça dans vos informations. Et puis évidemment, assurez-vous que votre programmation appuie les directives, entre autres de jeux extérieurs. Je sais qu'il y a beaucoup de centres de petite enfance qui sont à l'intérieur, mais si c'est possible, d'avoir des sorties à l'extérieur le plus souvent possible, d'avoir des activités où les enfants développent leur savoir-faire physique, des heures de cercle active, d'encourager le sommeil de qualité et puis d'avoir aussi des activités sédentaires de qualité. En fait, vous avez peut-être marqué, c'était un des changements qu'il y a eu avec les anciennes directives et les nouvelles directives que, bon, effectivement, il y a des activités sédentaires de qualité qu'il ne faut pas négliger, de lire une histoire, de faire des bricolages, des choses créatives. C'est le temps passé devant les écrans qui est plus nocif pour les enfants.
Et puis, essayer de faire la promotion d'activités locales aux parents. Il y a beaucoup, dans le temps de Noël, du patinage gratuit dans les arénas, des courses à pied, des activités qui peuvent être faites de traîneaux à l'extérieur. Je sais que par chez nous, on commence à avoir beaucoup de neige et la nouveauté de la neige peut être très excitante pour les enfants. Et puis, le plus possible de sortir les enfants à l'extérieur, parce que le fait qu'ils soient à l'extérieur, ils vont être plus actifs automatiquement. Et encore une fois, de modeler le comportement, de le faire avec eux. Si vous êtes un responsable dans un centre de loisirs ou de sport loisirs, essayez de réduire le temps sédentaire dans la programmation. Trop souvent, il y a des enfants qui attendent leur tour et essayez de réduire ça, que tous les enfants sont actifs le plus possible dans l'activité. Puis de s'assurer que les enfants de toutes les habiletés sont inclus. Ceux qui ont peut-être des difficultés de mouvement ou de différentes difficultés sociales, de s'assurer qu'il y a une façon de les intégrer pour qu'ils soient actifs, pour qu'ils aient du plaisir et puis qu'ils apprécient l'activité physique. Et puis, encore une fois, mettez l'emphase sur les fondements du savoir-faire physique. Puis encouragez les parents à être actifs avec leur enfant à l'extérieur du programme. Bon, c'est beau prendre un cours de natation pendant 30 minutes une fois par semaine, mais d'encourager les parents, bon, ben allez à la piscine avec votre enfant aussi, puis vous pouvez nager avec, puis il va devenir de plus en plus à l'aise ou c'est beau les inscrire dans des ligues de soccer, puis tout ça, mais bon, de juste jouer avec l'enfant dans la cour, c'est là qu'il va vraiment améliorer ses habiletés s'il y a beaucoup plus de temps qui est mis là-dessus. Et puis, comme ça, les parents sont actifs avec leurs enfants. Puis appuyer le développement, l'implantation de politiques, d'espaces de jeu extérieurs, de programmes abordables, de tout ce qui est possible. Puis éviter les activités à l'heure de la sieste. Puis je vais donner un exemple précis dans la ville où j'habite, quand j'avais des jeunes enfants. Le temps de patin préscolaire et le temps de natation se trouvait à de 1 heure à 2 heures de l'après-midi, les jours de semaine. Et puis, à ce moment-là, j'étais à la maison à demi-temps. Et puis, j'aurais voulu participer à ça, mais pour moi, c'était plus important que les enfants aient leur dodo l'après-midi au lieu d'aller faire des activités, puis là, d'être complètement épuisés, puis de tout déranger leur routine de sommeil. Donc, c'est le genre de choses qui peut être éviter, reformuler. J'avais écrit des lettres au service de loisirs. Bon, puis ils l'ont changé pour midi à 1 heure. C'est ça, midi à 1 heure, qui est quand même pas idéal, mais c'est le genre de politique que les centres de loisirs peuvent changer pour avoir un impact. Puis encore une fois, évidemment, modeler le comportement. Si vous êtes un prestataire de soins de santé, médecin, sage-femme, donnez des copies papier des directives dans la salle d'attente, parler des directives avec les parents, aidez-leur à surmonter les obstacles quand ils disent « je peux pas, j'ai pas le temps », il y a probablement moyen de trouver quelque chose. Puis encourager le temps passé à l'extérieur comme une façon d'augmenter le temps actif. Quand ils sont à l'extérieur, il y a moins d'écran, il y a pas de télévision, donc il y a plus de chances que les enfants soient actifs et puis de modeler le comportement aussi. Et puis vraiment, c'est une responsabilité de tout le monde de faire la promotion des lignes directrices, des directives, en parlant des gens, parlant des amis, notre famille, et puis de passer le message. Hey, avez-vous vu ça à la télévision ou sur Facebook? Il y a des nouvelles directives, et puis les gens qui ont des jeunes enfants vont probablement obtenir le message à long terme. Et puis, je voulais redonner la parole à Jean-Philippe pour qui nous parle des ressources additionnelles et puis des références à propos de ce projet-là. Oui, merci Louise. Il n'en reste pas long. Juste quelque chose que je voulais rajouter aussi. Je sais qu'en parlant à différentes personnes, il y a plusieurs barrières comme le manque de temps. Beaucoup de gens qui me disent c'est facile donner une tablette à mon enfant parce que j'arrive à la maison, il faut que je cuisine, je travaille, ça. Donc c'est pour ça que le temps écran, c'est devenu normal, c'est rendu une norme. Et puis, il faut se rendre compte aussi que ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux pour les enfants, même si c'est plus facile pour les parents. Le manque d'argent, des choses comme ça. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que c'est difficile en 2017 d'avoir un mode de vie sain. Et le but, avec des recommandations comme ça, c'est qu'on a tous un rôle à jouer, comme Louise disait. Donc, on veut que nos environnements soient plus facilités à un mode de vie sain. On se compare aussi, j'ai visité plusieurs services
centre de la petite enfance et autres. Et il y en a qui sont très bons, il y en a qui ne sont pas bons du tout. Donc, il y a beaucoup de variations aussi. Donc, c'est aussi intéressant de voir ce qui se fait de bien ailleurs et puis quels outils ou quelles stratégies on peut amener pour bouger un petit peu plus, rester assis un petit peu moins, avoir une bonne sommeil et autres. Donc, c'est important. Donc, ces différentes barrières-là, ça m'est revenu souvent. Et l'autre, un autre point que les gens me disaient, c'est arriver avec des nouvelles directives, des directives pour des parents ou des personnes qui prennent soin des jeunes enfants. C'est un stress additionnel. Donc, bon, encore des nouvelles directives. Puis on sait que c'est quand même difficile parce qu'on se rend compte qu'il y a seulement 12% qui rencontrent les 3 directives ensemble. Donc, on fait tous de notre mieux. Il n'y a personne qui est parfait, mais je ne pense pas que le but, c'est d'amener une source de stress additionnel. On veut tous avoir un mode de vie qui est plus sain, puis je pense que de plus en plus, on sent que la population demande un choix plus sain. Donc, le but, c'est que ce soit plus facile dans les années futures. Donc, si vous voulez des ressources additionnelles, qu'on a déjà parlé aussi, j'avais parlé du numéro spécial de BMC Public Health qui a été publié le 20 novembre 2017. Donc, c'est gratuit. Vous pouvez aller voir les différents articles là. Il y a l'article proprement dit qui décrit les directives. Il y a les 4 revues systématiques. Il y a un article qui comprend les analyses compositionnelles. Il y a un article qui décrit les consultations auprès des différents intervenants. Il y a 2 articles de surveillance avec des données canadiennes. Il y a 4 articles avec des données australiennes aussi. Donc, il y en a 13 en tout. Les directives sont disponibles aussi sur des feuillets qui se détachent en français et en anglais, ou juste à aller sur le site de la Société canadienne de physiologie de l'exercice. Il y a un rapport de développement des directives sur le même site de la Société canadienne de physiologie de l'exercice. Il y a des séminaires web en français et en anglais qui sont disponibles, donc vous pouvez utiliser ces PowerPoint-là aussi. Glossaire, c'est certains termes que vous ne comprenez pas bien, comme le jeu énergique. Vous pouvez avoir la définition en français et en anglais de ces différents termes-là. Encore une fois, sur le même site. Et aussi une plateforme digitale qui va s'en venir dans les prochains mois, qui va s'appeler Build Your Best Day, qui est disponible pour les enfants et les ados présentement sur le site de participation, mais qui va être disponible pour les 0-4 ans très bientôt. Résumé et conclusion de présentation. En gros, on sait qu'il faut qu'on intègre les 3 comportements, activité physique, comportement sédentaire et sommeil. On veut que les jeunes enfants bougent plus, dorment mieux et restent assis moins longtemps et que ça donne moins de temps écran à juste dose pour leur santé globale. Et des remerciements aussi, il y a plusieurs personnes qui ont été impliquées dans la réalisation de ces directives sur 24 heures-là chez les 0-4 ans. Les experts en recherche à gauche, je ne vais pas nommer tous les noms, mais vous les voyez. Au centre, les groupes de parties prenantes et les utilisateurs de connaissances, plusieurs gens, des collaborateurs internationaux et des consultants sur les méthodes qu'on a utilisées et des gestionnaires de projets et différents partenaires. Vous avez les différents logos ici. Donc, un gros merci à tout le monde pour finalement venir à ces directives-là qui ont été diffusées le 20 novembre dernier. Et puis, c'est les références qui étaient disponibles dans les diapositives durant cette présentation-là. Et c'est le site aussi que vous avez pour avoir accès aux articles, aux 13 articles de la revue BMC Public Health qui ont été publiés le 20 novembre dernier. Donc, encore une fois, je ne sais pas si Louise a d'autres choses à dire, mais je veux juste vous dire à mon nom et au nom du groupe des directives, merci de votre présence. Et si vous avez différentes questions, soit présentement ou plus tard, n'hésitez pas à me téléphoner ou à m'écrire à mon adresse courriel. Ça me fait plaisir de répondre. Et si vous voulez que des gens aient présenté dans vos milieux, ça va nous faire plaisir aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'était extraordinaire. Et puis, je dois vous dire que j'ai regardé ce matin sur le site de la Société canadienne de physiologie de l'exercice. C'est pas encore toutes les choses qui sont du côté français, mais je suis certaine que ça ne tardera pas. Entre autres, bon, il va y avoir un webinaire préenregistré. Tout ça, ils sont pas encore là, mais ça ne sera pas long, je suis certaine. Puis, j'ai regardé justement ce qui avait été fait pour les jeunes et les enfants. Créer ta journée idéale, Build Your Best Day, c'est très, très agréable, très bien fait. Si jamais vous travaillez aussi avec les enfants un peu plus vieux, allez voir ça sur le site web. J'ai hâte que quelque chose comme ça soit fait pour la petite enfance, justement. Et puis, je veux remercier le Centre
d'activité physique, Sarah Christie, qui était collaborateur pour la présentation aujourd'hui. Et puis, dès que je vais fermer la réunion, vous allez voir le lien d'évaluation qui va apparaître, j'espère, si tout fonctionne bien. Mais de toute façon, je vais l'envoyer par courriel tout de suite après. Donc, oui, Sarah qui nous remercie. Je vous remercie tous. Et puis, je vais fermer l'enregistrement et puis fermer la réunion. Vous devriez pouvoir remplir l'évaluation. C'est très important pour nous que vous remplissiez l'évaluation. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Jean-Philippe. C'était une très belle présentation. Un plaisir.